Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, dans cette séance, je vais vous présenter ou bien expliquer voilà comment rendre l'IA de plus en plus explicative avec des outils modernes comme Shape et Lime, on peut dire en anglais. Voilà. En fait, cette tâche, il s'agit vraiment de simplifier et de rendre vraiment plus interprétable et plus lisible pour les modèles machine learning modernes. Voilà. Et donc, dans cette séance, je vais vous montrer également de l'aspect théorique, qu'est-ce que c'est Shape et Lime et comment ils sont déterminés pour déterminer l'interprétation et aussi également comment on peut leur faire confiance. C'est-à-dire comment ils sont évalués, est-ce que les explications sont vraiment fiables ou bien sont vraiment fausses. Tout ça, on va les voir ensemble. Donc n'hésitez pas à me suivre tout au long de mon vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à me soutenir, à s'abonner, voilà, pour plus de publications. Chaque jour, je vais publier, voilà, concernant l'IA, les mathématiques, ainsi de suite. Soyez avec nous. Allez, merci, on s'en souhaite. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est exactement l'IA explicatif. L'IA explicative, c'est tout simplement, en fait, voilà, nous avons l'entrée, c'est-à-dire il s'agit des données, n'importe quelle donnée, que ce soit l'image ou bien le texte, les données tabulaires. Voilà, et ça, on va utiliser les modèles machine learning, l'IA, comme les réseaux de neurones, le réseau, quoi encore, l'arbre de décision, ou quel que soit des modèles plutôt de boîtes noires, appelés de boîtes noires, avec ce modèle qui contient plusieurs caractéristiques, plusieurs de paramétrages, et avec ces paramétrages, nous aurons la sortie comme les variables cibles. Par exemple, s'il s'agit des images, en sortie, nous aurons des labels. S'il s'agit des images des chiens, des chats, ou bien quels que soient les noms, ou bien si c'est un donné, des CSV tabulaires, ça dépend des variables cibles, 0, 1, ou bien voilà, multiclasse, ainsi de suite. Là, on se pose plutôt les questions, c'est que, en fait, avec l'IA, comment nous pouvons ouvrir ou bien comprendre comment les modèles interprètent ces résultats. Sans l'ouvrir ou bien sans vraiment regarder l'architecture comme c'est fait, il y a exactement des outils plus simplificatifs qui utilisent plutôt l'entrée et la sortie et pour expliquer comment les boîtes noires vraiment influencent la prédiction. Donc, c'est vraiment une séance très très intéressante. Voilà, c'est dans ce contexte-là vraiment qu'on va travailler dans la suite. Donc, les principaux méthodes dans l'IA explicatif qui existent, c'est plutôt deux méthodes. Il y a la méthode spécifiquement pour chaque modèle. Les méthodes spécifiques pour chaque modèle, normalement, pour chaque modèle, il y a exactement des sous-outils vraiment qui étaient conçus pour pouvoir interpréter comment la prédiction influence. Par exemple, pour les régressions logistiques ou les régressions linéaires, nous avons l'importance des variables ou bien l'ordre ratio. Ou bien pour l'arbre de décision bien random forest, nous avons également l'importance des caractéristiques ou bien la visualisation des labs. Ces modèles, vraiment, en fait, il contient exactement des méthodes très efficaces, très fiables. Et le problème, c'est que pour chaque modèle, c'est totalement différent. Leur architecture d'explication, c'est totalement différent. Donc, ça nécessite vraiment de personnaliser. Et pour la méthode agnostique que nous allons aborder dans ces séances, il y a deux méthodes qui ne nécessitent pas vraiment de connaître le fonctionnement du modèle. Donc, on utilise, comme je vous avais dit, l'entrée et la sortie. Et avec cette entrée et sortie, nous pouvons utiliser, voilà, par exemple, comme Lime, Local Interpretable, qui explique exactement une prédiction particulière, c'est-à-dire les cas de local. Euh, et pour les chefs également, il peut vraiment interpréter le modèle, voilà, par globalité ou bien par localité. Donc l'avantage et l'inconvénient, voilà, je vous invite à les lire. Leur avantage, leur inconvénient, je vous ai déjà dit dans le slide précédent. Donc là, je vais vite aborder voilà, comment les interprétations sont utilisées de manière théorique. Donc, abordons tout d'abord la méthode d'explicativité locale. Les méthodes d'explicativité locale, il y a deux types d'outils qui ont été utilisés. Donc, le premier outil, c'était LIM, comme vous le voyez. En fait, c'est une méthode vraiment simple qui prédit localement les comportements d'un modèle, c'est-à-dire les comportements d'une personne donnée. Vraiment, il s'agit de cette fonction-là, qu'ils utilisent cette fonction. Donc, F est la fonction voilà, qui est complexe à expliquer. Les G, c'est le modèle qui est déjà prédictible, qui est déjà simple. Et PDX, il s'agit de voilà, la complexité du modèle qui a été interprété. En général, LIM cherche exactement la meilleure approximation locale
pour pouvoir générer une explication claire et simple. Et dans le shape également, on peut utiliser la méthode locale en utilisant cette formule. Donc, phi, il s'agit de la prédiction moyenne du modèle qui a été voilà, générée pour la classe positive en classification. Et voilà, les phi, il s'agit des contributions marginales de chaque variable. De chaque caractéristique très importante, nous aurons des valeurs positives ou négatives. En sommant toutes ces valeurs, plus la valeur moyenne, ben nous aurons exactement la fonction de prédiction finale du modèle. Donc, en général, si la fonction dépasse les 50% de 0,5, on peut considérer que la fonction prédit exactement la classe positive, la classe 1. Si c'est inférieur à 0,5, ben, il prédit moins, c'est-à-dire la classe 0. Voilà, il s'agit de la partie locale. Et si on attaque la partie spécialité globale, donc là, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Il y a la permutation, le partial dependence et ainsi de suite. Mais nous, on s'intéresse plutôt dans le cas des global shape. Global shape, c'est la même chose que je vous ai montré. C'est une méthode d'explicativité donc qui nous affiche les contributions marginales de chaque caractéristique très importante. Il nous affiche la partie vraiment qui est négative ou la partie vraiment qui est positive. Donc, vraiment, c'est une partie qui nous montre vraiment dans le sens. Donc, en fait, c'est une mesure très intéressante et très efficace à lire. Donc, une fois qu'on a affiché voilà, de chaque méthode les contributions qui influencent la prédiction, nous devons vraiment mesurer la cohérence de l'explicativité. Comment l'explication, vraiment, est-ce qu'elles sont fiables ou pas? Donc, il y a deux mesures exactement qui permettent d'utiliser la fiabilité. Le premier, il s'agit de la cohérence. La cohérence, il s'agit d'utiliser, par exemple, deux sous-ensembles, par exemple, l'ensemble de l'entraînement et l'ensemble de validation pour pouvoir réprédire, voilà, sur le même modèle. Et on va aller évaluer par la similarité des cosinus. Donc, le résultat nous affiche entre moins 1 et 1. Donc, si la valeur s'approche vers moins 1 ou bien faible, donc l'explication des modèles n'est pas vraiment robuste. Mais si c'est égal à 1, c'est-à-dire que les deux explications de chaque sous-ensemble, c'est identique. Donc, la méthode empirique est vraiment robuste. Ça, c'est une partie vraiment à regarder à la cohérence. La partie fidélité, il s'agit vraiment d'évaluer les caractéristiques pour un seul échantillon donné. C'est-à-dire, là, il s'agit de juste vraiment, par exemple, en se focalisant sur les localités. Donc, en perturbant, par exemple, voilà, d'une ou plusieurs caractéristiques que considérées comme importantes. Donc, là, on régénère encore une nouvelle prédiction. Et donc, la fidélité, il s'agit de regarder la différence entre la prédiction originale et la prédiction prédite, la nouvelle prédiction. C'est de regarder est-ce qu'il y a vraiment des changements. Donc, s'il n'y a pas de changement, si c'est vraiment nul, c'est-à-dire que il n'y a pas d'impact significatif. C'est-à-dire, on peut dire que on ne peut pas lui faire confiance à cette explicativité. Mais s'il y a une grande différence sur la valeur de fidélité, si la valeur est très élevée, c'est-à-dire que vraiment le truc vraiment il est très énormément fidèle. C'est-à-dire la variable importante, c'est exactement très impact et significatif. Donc, en utilisant ces métriques, on peut bel et bien s'assurer que le modèle vraiment est bientôt fiable. Donc, dans la suite, nous allons attaquer la partie pratique en Python et vous pouvez me suivre dès maintenant. Et voici, on se retrouve voilà, dans Python, sur Anaconda. Donc, voilà, les programmes de ces séances, comme je vous ai dit, voilà. Donc, avant d'arriver à l'interprétation de l'utilité l'une, tout d'abord, voilà, on doit importer le package, voilà, le travail classique comme vous le nous devons vérifier la qualité de données, on doit le traiter, on doit faire quelques features ingénierie des caractéristiques pour pouvoir les modéliser, voilà, correctement. Et enfin, d'attaquer l'interprétation et la mesure de la cohérence des spécificités. Donc, c'est ces deux parties qui nous intéressent. Juste là, je vais aller un peu plus rapide, d'accord? Allons-y, on part. Donc, voilà, on installe les packages, voilà, les packages de traitement, les modèles, du métrique, ainsi de suite. Donc, j'exécute. Et voilà. Et voilà. Là, maintenant, on va voir la qualité de données. Donc, les données, vous pouvez les trouver sur Peggy. Voilà, j'ai donné les liens. Les liens de données. Donc, il s'agit des données de l'assurance auto. Donc, voilà, je les écoute, je l'importe. Moi, pour ma part, j'ai déjà importé.
Donc voilà, je l'importe. Ensuite, je regarde les valeurs manquantes, une liste de valeurs manquantes. Donc, nous n'avons pas de valeurs manquantes. Dans les valeurs d'application, les valeurs dupliquées, nous n'avons pas aussi. Pour le type de format, on n'a pas de problème de format puisque le nom de sinistre est bien en entier, l'exposition sur l'année est bien, voilà, en réel, ainsi de suite. Donc, on voit très bien que, voilà, toutes les caractéristiques sont de bons formats. Après, nous allons voir quelques incohérences possibles qui peuvent exister. Donc, pour les variables numériques, il y a une chose qu'on peut se demander, par exemple, le nombre de sinistres, l'exposure, voilà, l'année d'exposition, en bonne anomalie, l'âge du conducteur, tout il s'agit de entiers positifs, il y a des réels positifs, donc nous devons chercher s'il y a une anomalie qui est vraiment négative. Donc, ce qu'on doit vérifier en premier lieu. Donc là, on voit très bien qu'il n'y a aucune valeur incohérente. Et pour les variables catégorielles, nous allons voir tout simplement s'il y a des catégories vraiment à répétitives ou semblables qui se répètent. Donc, nous allons faire des cross-tab ou bien voilà, faire des, la chaîne des tableaux croisés. Donc, pour les niveaux de vie, là, nous avons C, D, donc tous sont bien distincts. Pour les marques du véhicule, nous avons aussi différents types distincts de véhicules. Nous avons le type des véhicules de gaz utilisés, nous avons la région, voilà, R24, R82, c'est l'ancienne province, on voit. Donc là, nous devons traiter puisque même si on n'a pas de problème sur les données, là, on va juste faire des créations de nouvelles variables. Donc, on doit copier une nouvelle donnée. Et voilà, là, on va créer une nouvelle variable qui est cible, appelée, voilà, variable sinistre. Donc, la variable sinistre, il s'agit que si le nombre de sinistres est 0, donc on peut dire qu'il n'y a pas de sinistre. Donc, c'est non sinistré, mais si c'est différent de 0, c'est sinistré. Donc, quel que soit 1, 2, 3, donc on peut le considérer comme sinistré. Donc là, on voit très bien qu'on a créé une variable sinistre qui est encodée en 0 et 1 et on va l'utiliser pour la prédiction pour la modélisation de machine learning. Ensuite, nous allons voir voilà, la répartition par région. Là, vous voyez très bien que nous avons diverses régions qui sont disponibles, mais nous allons un peu rééchantillonner à nouveau puisqu'ils sont très très beaucoup et ça va entraîner quelques voilà, surapprentissage. Donc pour éviter ça, nous allons garder que ces parties et c'est tous ces parties qui sont inférieurs à 5% des représentants. Donc nous devons les mettre en même groupe appelé autres régions. Donc, sur les autres régions, nous avons bien programmé ici. Donc, une fois qu'on a programmé, voilà, nous avons bel et bien réduit les régions, il y en a environ 15 régions. Et ensuite, on va aussi, voilà, enlever la partie ID police, puisque c'est pas intéressant pour la modélisation. Après, ensuite, nous allons voir quelques corrélations, comme la corrélation de Spearman, qui mesure les corrélations, des relations non linéaires, qui est vraiment efficace. Là, on voit très bien que la corrélation entre chaque variable est relativement faible, mais la plus dangereuse, c'est que ici, c'est vraiment 1. Donc, c'est quoi exactement? C'est le nombre de sinistres qui est très corrélé par rapport au sinistre. Ça, c'est très évident, puisque la variable sinistre a été créée par rapport au nombre de sinistres. Donc, ces variables, nous devons les exclure, voilà, avant la modéliser. Ensuite, la corrélation par rapport au catégoriel, on utilise la valeur de la corrélation de QD, avec la corrélation de QD qui se calcule de cette manière, et nous aurons c'est le résultat. Donc, pour le résultat, nous n'avons pas aussi des valeurs très corrélées, juste la grande association existe entre la région et la partie du milieu des zones urbaines. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on exclut la partie nombre liste. Donc, une fois qu'on a voilà, qu'on a bien traité les données, nous devons préparer les données à la fin pour pouvoir les modéliser en machine learning. Donc, la partie que j'utilise moi, c'est plutôt le one-hot encoding, puisque les variables catégorielles ne sont pas exploitables par les modèles d'apprentissage automatique. Donc, pour cela, moi, j'utilise personnellement le one-hot encoding, mais vous pouvez utiliser l'encodage minimal si les variables caractéristiques sont bien hiérarchiques ou pas.
Donc, j'exécute cette partie. Ensuite, nous allons voir s'il y a bel et bien des valeurs manquantes. Dans notre cas, c'est bel et bien, il n'y en a pas. Donc, ensuite, nous allons attaquer directement à la modélisation du machine. Voici, nous allons les diviser en extrême test. Voilà. Et avant de pouvoir l'entraîner, nous devons vérifier deux choses qui sont très importantes. La variable y', comment ils sont répartis. La partie de la classe 0, où comme vous le voyez, c'est plus que 500 000. Alors que la classe 1, il n'y a que 27 000. Donc, vous voyez très bien qu'il y a énormément de différences entre les deux classes. Et ça va pas être vraiment modélisable parce que ça va entraîner voilà, problème de biais sur la classe positive, alors que il surapprentissage sur la classe négative qui est 0. Pareil pour les web tests aussi, nous avons une grande différence. Donc, il y a deux mesures pour pouvoir gérer ce problème. On peut utiliser l'oversampling et l'undersampling. Moi, j'ai choisi plutôt l'undersampling pour pouvoir mettre cet nombre de classe 0 au même nombre de classe 1. Après, vous pouvez utiliser aussi l'oversampling. Voilà, l'oversampling, c'est plutôt on le copie, c'est-à-dire la classe 1 d'avoir le même nom par rapport à la classe 0, et ça va entraîner des surapprentissages. Donc, moi, j'ai plutôt utilisé, voilà, l'undersampling, qui est une approche plus efficace, même si on peut perdre beaucoup d'informations. Et voilà, donc, après l'undersampling, nous avons bel et bien le même nombre de classes 0 et classe 1. Et pareil pour le space prime, ainsi de suite. Voilà. Et avant de l'entraîner, nous devons utiliser quelques optimisations de paramètres comme le nombre d'estimateurs, le maximum de profondeur, ainsi de suite, avec l'optimisation Bayesian. Pour l'optimisation Bayesian, je sais que voilà, je vais vous dire que vous n'allez pas utiliser voilà, Gauss search ou bien random search. Je vais vous expliquer voilà, dans les prochaines vidéos l'importance de cette approche bayésienne qui est très efficace pour la recherche des meilleurs paramètres. Donc, j'utilise les 20 essais que j'en ai fait seulement. Donc, et voilà, nous obtenons les résultats suivants. Donc, comme vous le voyez, le meilleur paramètre, voilà, c'est bien affiché. Donc là, vous voyez que le meilleur paramètre nous affiche 0,63 d'accuracy sur le test. Après, voilà, vous pouvez l'améliorer. Voilà, là maintenant nous aurons le résultat métrique, voilà, comme vous voyez sur les graphiques et sur les espèces. Donc, on voit très bien qu'il n'y a pas vraiment de surapprentissage. Voilà, les études moyennes sur le test, c'est 64%. La matrice de confusion, on voit très bien que, voilà, il fait quand même pas mal, vraiment beaucoup de confusion. Ça, c'est vraiment amélioré. Ils devront vraiment avoir une très faible proportion sur les faux positifs et les faux négatifs. Donc, il faut absolument vraiment éviter. Donc là, la partie qui nous intéresse vraiment le plus, c'est la partie de l'interprétation et comment c'est calculé. Donc là, on se focalise d'abord sur la partie efficacité globale. Donc là, en fait, là ici dans cette partie, j'explore uniquement pour 100 populations puisque la puissance du calcul est vraiment très lente. Pour toutes les ensembles, ça va prendre énormément de temps. Donc pour gagner un peu de temps, je préfère plutôt utiliser qu'avec 100 échantillons. Mais après, vous pouvez le varier, voilà, selon votre préférence. Donc c'est bon, c'est bel et bien exécuté. Donc là, dans un premier temps, nous allons afficher que les variables importantes sous forme de bar plot. Donc là, on voit très bien que la caractéristique vraiment qui contribue le plus, c'est bel et bien l'exposition sur l'année. Après, c'est le bonus-malus par rapport au contrat de population. Après, c'est l'âge du véhicule. Vraiment, ça a un impact sur les prédictions des sinistres ou pas. Ainsi de suite. Voilà. L'âge du conducteur aussi, c'est un impact important. La densité de la ville par rapport où il conduit, ça a un impact très important. Ça se continue, ainsi de suite. Là, maintenant, nous allons vraiment savoir que là maintenant, on ne sait pas exactement dans quelle prédiction. Est-ce que c'est est-ce que ça impacte les sinistres ou bien les non-sinistres? C'est-à-dire, est-ce que ça, une valeur élevée dans l'exposition de l'année, est-ce que ça a un impact sur un sinistre ou bien il n'y a pas de sinistre? Donc, pour savoir sur ça, donc nous allons utiliser la partie dot plot avec shape qui est disponible sur Python. Donc, une fois qu'on l'a bien généré,
Donc, nous allons avoir cette partie qui explique de manière très efficace. Donc là, je vais vous expliquer un peu rapidement. Donc, si la valeur de shape, par exemple, qui est positive, donc ici, ça impacte vraiment sur la prédiction des classes 1, des positifs, c'est-à-dire il est sinistré. Mais si la valeur du shape est négative, donc ça prédit vers la classe 0, c'est-à-dire pas de sinistre. Donc là, on voit très bien que, par exemple, l'exposition de l'année, par exemple, en rouge, c'est-à-dire plus il augmente, c'est-à-dire plus l'exposition de l'année augmente, bah, la prédiction, vraiment, ça prédit vers la classe 1, c'est-à-dire il y a une probabilité fortement d'un sinistre. C'est-à-dire le fait d'avoir une durée de contrat plus élevée, ça a un impact, ça peut avoir une probabilité de sinistres élevée. Mais si les durées de contrat est vraiment courte, c'est-à-dire la probabilité d'être sinistre est très faible. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de sinistres. C'est-à-dire il ne peut pas avoir vraiment un impact sur les sinistres. Donc ça va être à peu près la même chose pour le bonus-malus. Une valeur élevée du bonus-malus, c'est-à-dire très importante, plus de 100, plus de 90. Donc il a plus de probabilité d'avoir un sinistre. Alors que la valeur faible du bonus-malus, il n'y a pas vraiment de sinistres. Et ainsi de suite, ça se continue pour les autres caractéristiques. Après, on va voir pour les sécurités locales. Là, nous avons utilisé voilà, la partie avec shape local. Donc, on va utiliser plutôt voilà, sur les premières populations. Mais vous pouvez utiliser d'autres populations, par exemple. Mais là, moi, je m'intéresse juste pour les premières populations. Vraiment, qu'est-ce que ça a un impact sur la localité? Donc, sur la localité, bah, c'est bel et bien généré. Donc là, j'affiche le résultat. Vous voyez très bien sur la localité, nous aurons ce résultat. Donc là, ça explique vraiment pour un seule population choisie. Par exemple, pour les premières populations choisies, une exposition de l'année très faible, c'est-à-dire proche de 0. Donc la contribution marginale vaut moins 0,4, c'est-à-dire que voilà, la probabilité d'avoir un sinistre est très faible. Donc c'est plutôt non sinistre. Donc plus la valeur de l'espérance est très faible. Ainsi de suite pour le conducteur, l'âge du conducteur, l'âge du véhicule, ainsi de suite. En sommant toutes ces contributions qui est appelée FIDI, plus l'espérance qui vaut 0,62, donc nous aurons FDX qui est égal à 0,05, donc qui est tout à fait proche du 0. Donc la prédiction pour cette population, ça a vraiment un impact de non-sinistre. C'est-à-dire avec ces informations, donc c'est un impact de non-sinistre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sinistre en se renseignant par cette information. Donc c'est le chef qui explique vraiment cette partie. Ensuite, pour l'hymne, on va faire de la même manière. Et aussi, voilà, pour le première personne. La même personne, voilà. Donc on utilise la prédiction des lignes. Voilà, ça est généré. Donc on affiche les contributions. Donc là, on voit très bien que si l'exposition de l'année est bel et bien inférieure à 0,24, c'est-à-dire demi ta durée de contrat très faible, donc la prédiction tourne vers plutôt non sinistre. Par exemple, si on prend la région de 91 est inférieure à 0, c'est-à-dire s'il n'est pas dans cette région ou s'il n'est pas dans cette région, donc la probabilité qu'il peut avoir des sinistres est élevée, c'est-à-dire vraiment est très élevée, c'est-à-dire est très probable. Donc, si l'âge du conducteur est inférieur à 35 ans, bah, la probabilité d'être sinistré, c'est très faible. C'est-à-dire, il n'a pas plutôt de sinistre. Ça a prédit de cette manière. Voilà, une fois je vous ai montré la partie libre et chef local et global, là, nous allons mesurer la cohérence de l'explicabilité. Donc, là aussi, de la même manière, bah, je prends, par exemple, deux échantillons. Donc là, comme vous le voyez, première, je sélectionne que 100, comme je vous ai dit, après vous pouvez les varier comme vous voulez. Là, j'ai pris que 100 personnes pour l'échantillon 1 et l'échantillon 2. Donc l'échantillon 1, ça va être généré sur la base de l'entraînement. Et l'échantillon 2, bah, il va être expliqué par le X-test. Donc X-train et X-test. Et on va voir vraiment si la valeur shape ou bien l'île explique
exactement la même résultat. Donc, on exécute, c'est parti. Voilà, une fois qu'on a exécuté, donc là, j'exécute, donc j'appelle l'explainer. Donc, et voilà, c'est bel et bien généré par l'explainer. Là, maintenant, voilà, nous devons générer les deux calculs de valeurs importantes. C'est par rapport aux valeurs d'importance qu'on calcule la similarité, vraiment si la similarité est également la même. Donc, après, on utilise le reshape avec, voilà, future importance pour avoir le même sous forme de vecteur. Et voilà, enfin, nous allons calculer la similarité avec le cosinus des deux valeurs importantes expliquées par le shape. Donc, la valeur de consistance nous affiche, voilà, 0,99 qui est également 1. Donc, 1, c'est-à-dire que la prédiction d'échec qui prédit sur la base de l'entraînement et sur la base du test, c'est également les mêmes. Donc, la cohérence nous montre que le modèle est vraiment robuste. La prédiction est vraiment robuste. L'explication est vraiment robuste également. Donc là également aussi, on va faire la fidélité. La fidélité, donc, on va prendre par exemple les populations de l'échantillon 35 et on calcule, voilà, la prédiction par rapport au modèle qui a été généré par le meilleur modèle. Donc, on calcule la prédiction originale. Donc, vous voyez très bien que c'est 0,57, c'est-à-dire environ, voilà, la probabilité est sinistrée. Ensuite, bah, là, je vous montre, on va faire quelques perturbations, c'est-à-dire sur l'année d'exposition, comme vous voyez ici, 1, c'est-à-dire il était présent sur toute l'année du contrat. Donc, là, maintenant, on va faire quelques modifications sur cette population, sur cette personne-là. Au lieu de 1, nous allons modifier par 0,15. Avec 0,15, on va voir que est-ce que la prédiction qui est nouveau, qui a été générée par le modèle, et par rapport la prédiction originale, est-ce que leur différence est très élevée ou très faible? C'est ce qu'on va calculer. Donc, c'est calculé. Donc, vous voyez très bien, après la perturbation, nous obtenons 0,35. Alors qu'avant la perturbation, c'était 0,57. Et voilà, donc là, la différence entre les deux, nous aurons bel et bien la fidélité, la variable de la fidélité qui est vraiment faible, c'est-à-dire qui est 22%. Là, on peut dire que vraiment l'explication n'a pas vraiment impact. C'est-à-dire on ne peut pas dire vraiment il est très fidèle, on ne peut pas dire aussi il n'est pas fidèle, mais voilà, il n'a pas vraiment un impact très intéressant. Donc, pour pouvoir augmenter ça, nous devons voilà, perturber d'autres caractéristiques possibles pour avoir une grande valeur de fidélité possible. Donc voilà, c'est ça ce que je vous ai montré par rapport au modèle Python, comment je l'ai généré, comment je l'ai montré. Donc voici, c'est ça, dans cette séance, ce que je vous ai montré. Et pour la séance prochaine, je vais vous montrer également comment voilà, on optimise avec par rapport à l'approche bayésienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me soutenir, vraiment pour vous suivre pour tous les modules sur l'IA ou bien voilà sur notre atelier Math IA. Bah, je vous remercie énormément pour que vous avez suivi mon contenu et on se retrouve à la prochaine fois.